J'ai vécu du harcèlement scolaire. Je suis tombé en dépression, j'avais 22 ans. Finalement, quand t'es au collège et au lycée, quand t'y repenses, tu t'inventes quand même un peu, entre guillemets, une vie aussi. Moi, ma mère, elle m'a dit, mais non, pourquoi tu quittes ton job bien payé sur Paris c'est ça où ça a été un peu la descente aux enfers, tu vois. Je pensais plus à moi, je prenais plus soin de moi. J'ai eu une fois des vraies idées noires, mon gars. Je pense que c'est ça qui a fait de moi cette personne qui a besoin de passer du temps seul. L'objectif, c'est vraiment d'éduquer sur le sujet et de faire parler de ce sujet. Salut à tous et bienvenue dans l'émission Sous les apparences. Aujourd'hui, on va parler santé mentale, mais vous vous dites sûrement, c'est qui ces deux gars qui sont en train de vous parler? Moi, c'est Paul. Moi, c'est Tanguy. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de se présenter, qu'on parle aussi du podcast, plutôt de l'émission, de pourquoi on est là aujourd'hui, de qu'est-ce que ça va être, cette chaîne YouTube. Et on va déjà commencer par se présenter et on va commencer par la base de tout, l'enfance. Tanguy, t'étais quel type d'enfant, toi? Gros sujet, hein. Je pense que j'étais l'enfant extraverti, à toujours courir à gauche, à droite, tu vois. Ça n'a pas changé. Ouais, je pense que ça n'a jamais changé, mais c'est surtout, j'étais le genre de gosse, tu vois, à faire, quand j'étais encore trop surex le soir, ma mère me disait de faire 4 tours de jardin, tu vois. Ah oui. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Et j'ai eu toujours ce côté, extraverti, à avoir toujours plein d'idées tout le temps. Finalement un peu comme aujourd'hui, tu vois, je passe d'un sujet à un autre. Ça fuse là. Mais ça fuse et puis aussi avec toujours un peu ma part de féminité, je pense, que j'aime beaucoup finalement aujourd'hui, qui a été, on en parlera après quand on parlera de nos histoires, mais qui a été aussi un peu dur des fois à accepter. Mais ce côté féminin de par des mots que je dis ou des bruits que je dis, tu vois, des intonations ou ce genre de choses. Donc voilà, j'étais plutôt ce genre d'enfant, je pense. Et ça, tu l'as toujours eu, ce côté un peu féminin, même en école primaire? Bah justement, tout le temps. Et c'est ce qui faisait, entre guillemets, humblement, ma différence, on va dire, par rapport aux autres. J'étais le gosse qui aimait faire des bêtises, qui embêtait tout le monde, qui, des fois, en embêtant tout le monde, mais toujours sans méchanceté. Vraiment, j'aimais bien rigoler, toujours taper dans l'épaule, toujours été très tactile aussi, avec mes potes, etc. Et puis voilà, et ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et Trop bien. Et toi, mon Polo? Moi, j'étais plus introverti. Tu demandes à mes potes, à mes amis, ils me disent mais pas du tout, toi t'es extraverti, alors que pas du tout. Moi, j'ai vraiment une base d'introversion et j'ai toujours eu ça depuis. Je pense que c'est aussi parce que moi, j'ai vécu comme un enfant unique. Alors, mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans, mon père a refait sa vie, j'ai un demi-frère, demi-sœur qui sont aujourd'hui considérés comme mon frère et ma sœur. Donc, en réalité, je suis pas réellement fils unique, selon moi, mais j'ai vécu comme fils unique avec ma mère. Et je pense que c'est ça qui a fait de moi cette personne qui a besoin de passer du temps seul, qui sait aussi... en fait, j'ai pas peur de m'ennuyer parce que j'arrive même pas en fait à m'ennuyer. Même quand je suis tout seul et que je fais rien, je peux regarder un plafond, moi je m'ennuie pas. T'es bien avec toi-même, je suis trop bien avec moi-même. Et en fait, durant l'enfance, moi j'ai eu une trop belle enfance. J'étais dans une famille aimante. Alors comme tout enfant, je pense il y a des moments qui sont un peu plus compliqués. Peut-être les enfants qui sont un peu durs aussi entre eux au collège, à l'école primaire. Mais ça, c'est aussi ce qui nous forge. Mais en tout cas, je garde que des bons souvenirs de mon enfance. Alors aujourd'hui, je vis à fond dans l'instant présent. Ouais. Mais je suis tellement reconnaissant des rencontres que j'ai pu faire. Moi, j'ai mes parents qui se sont séparés il y a 4 ans, mais au final, ça n'a pas eu un réel impact. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression sur moi parce qu'ils ont super, super bien géré le truc. Justement, j'allais te poser la question, comment tu penses que tes parents t'ont éduqué un peu par rapport à la personne que t'es devenue? Ouais, ils m'ont inculqué des valeurs de fou. Enfin, je pense que c'est aussi ça qui nous relie aussi. Je pense qu'on a des... Let's go. Ça, c'est mon gars, ça. Mais oui, non, des valeurs d'honnêteté, de résilience. Moi, mon père, il m'a toujours dit... c'est la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Et ça, c'est un vrai. Alors, homme avec un grand H. Moi, à partir du moment où tu donnes ta parole ou tu donnes ta confiance ou quelqu'un te donne ta confiance, faut que tu la respectes. Donc, et je pense que toi, t'es un peu comme ça. Ouais, aussi. moi, tu sais, c'était moi, par exemple, du côté de ma mère, mon grand-père était militaire. Et donc, c'était très cadré. Je me rappelle encore, tu vois, quand mon grand-père, exemple, fun fact, mon grand-père, il m'apprenait les tables de multiplication. Si je les disais pas dans l'ordre, si je les disais pas sans bugger, laisse tomber. Ah, c'est réel, c'était retour à zéro et c'était bam. Du coup, forcément, vu que mon grand-père a éduqué ma mère aussi a toujours été, je dirais pas stricte, parce qu'elle a toujours été méga présente, très empathique, qui comprend, etc. Mais il y avait, du coup, j'ai été très, très bien encadré. Puis il y avait mon père qui était souvent au travail, mais qui était là où il y avait plus aussi le côté activité sport, même si j'ai fait du sport avec mes 2 parents, de l'équitation avec ma mère et le tennis avec mon père. On va dire qu'ils m'ont appris, à comprendre les autres,
tout en ayant un cadre, le respect en fait mutuel, je pense que tu as de toi envers les autres ou que les autres doivent avoir envers toi. Ouais, donc je pense que c'est principalement ça qui a fait ouais, la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Ce côté cadre qui est très très présent tout le temps et qui m'aide finalement à même avoir un peu plus de structure, même si tu me complètes très bien au niveau de la structure de projet, etc., tu vois. Mais dans la vie réelle, on va dire que j'ai un socle qui fait que je suis jamais dans le too much et je suis jamais dans le full dévalorisation catastrophique, etc. Je sais à peu près qui je suis et comment je peux avancer, tu vois, aussi bien en termes de relations que d'amour, que d'amitié, que voilà, et d'associer. Bon, après, je te déteste, moi. Ouais, moi, ça va, moi aussi, je t'aime pas trop. Non, mais en plus, il y a quelque chose qui est hyper important. Là, on parle de nos parents qui nous éduquent, mais en réalité aussi, même nos potes, nos amis durant notre enfance. Enfin, je pense que ça joue aussi énormément sur la personne qu'on est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on me répétait continuellement. Et ma mère, elle était très, très dure sur ça aussi. Je me souviens, elle me disait continuellement ah oui, telle personne. Alors, ça partait pas non plus dans l'extrême, mais cette personne, attention, cette personne, ok, trop bien. Je pense que ça, c'est vraiment le truc de maman, ça. Ouais, aussi, hein. Forcément, c'est hyper protecteur. Hyper protecteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça quand on a lancé le média au plus haut et cette émission sous les apparences, enfin moi, ma mère, elle m'a dit mais non, mais pourquoi tu quittes ton job bien payé sur Paris? Ouais, ça, forcément, le cadre. Justement, oui. On parlait de ce cadre-là. Voilà, c'est ça. Ça englobe même le cadre finalement professionnel, tu vois. Ah, mais à fond. Et ça, je l'ai toujours eu depuis tout petit. Et je pense que c'est ce qui a fait de moi. Enfin, moi, j'ai une mère qui était quand même assez stricte, un peu comme toi. Alors, moi, j'ai personne de militaire dans ma famille, mais moi, ma mère, elle a toujours été très stricte. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais petit, je devais réviser mes leçons de SVT à l'époque. En fait, on était dans la maison, on avait une cheminée qui était au milieu du salon, et en fait, moi, j'apprenais en marchant. Donc en fait, elle avait le cahier, et tant que je connaissais pas par cœur ma leçon de SVT, je faisais des tours. Alors c'est moi qui voulais le faire, mais des tours autour de la cheminée comme ça. Et je pense que ça m'a forgé une discipline de faire, en fait. De fou. Et ça que j'ai encore aujourd'hui. Mais c'est aussi ça qui fait aussi que je suis peut-être un peu trop dur avec moi-même. Ouais, mais est-ce qu'après, derrière, tu finissais en pleurs des fois ou pas à la fin de tes cours? Non. Moi, c'était le cas un peu avec mes tables de multiplication. En même temps, il fallait que j'y aille. Non, après, je vends mon grand-père comme si c'était l'enfer sur terre. Mon grand-père, il est incroyable, tu vois. Mais juste, il avait raison finalement, ce cadre. Sur le moment, tu sais, c'est toujours un peu ça, même dans la vie de tous les jours, tu vois. À court terme, tu prends toujours les choses très à cœur. Tu te dis, mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi il y a ça? Long terme, c'est incroyable, tu vois. Après, tu réfléchis. C'est comme les traumas, on va en parler après de nos histoires et tout. T'as toujours un truc qui fait que il y a toujours une petite part de positif, tu vois, je pense. Sur tout ce qui nous arrive, peu importe, tu vois. Mais justement, moi, la question sur laquelle je voulais rebondir, c'est justement, tu parlais des potes que tu avais au collège, lycée, etc. et tout. Je me doute que y a des potes que tu as perdu de vue maintenant, aujourd'hui. Ça a été quoi un peu le pourquoi du comment, en fait? Pourquoi tu t'es séparé de ces amis-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ouais, ce qui a beaucoup joué, c'est quand j'ai déménagé. En fait, moi, je suis né à Bordeaux. Ouais. Après, j'ai déménagé à Nantes. J'ai fait toute ma scolarité quasiment à Nantes avant les études supérieures. Et après, je suis reparti à Bordeaux. Donc déjà, tous ceux qui étaient à Nantes, en fait, j'ai perdu 99% de mes potes à Nantes parce que pas le même chemin de vie, pas forcément les mêmes envies, et aussi tu perds un peu le lien. En fait, je suis resté en contact avec les personnes avec lesquelles je jouais beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais petit. Ok. Call of Duty, GTA, tous ces trucs. Gros gamer. Ouais, j'étais un gros gamer avec, voilà. Et d'ailleurs, ma mère était aussi très stricte. Moi, je me souviens, je me cachais un peu, je jouais comme ça en cachette. Est-ce que toi aussi, avec du coup ton frère ou peu importe, moi avec ma sœur, on jouait à la Nintendo DS. Et en fait, on faisait des parties, des fois Mario, etc. On était chacun dans notre chambre. Et quand on entendait la montée de ma mère ou de mon père dans les escaliers, là c'était en mode sous lit. Puis le jour où je me suis fait griller, bam. Ah bah oui. J'ai l'impression qu'on a les mêmes parents. Non, mais ça, je pense que tu sais que c'est pas une légende. Hein. Je pense que c'est arrivé à tellement de frères et sœurs, le côté Nintendo DS sous le coussin, en mode je me cache, et ça joue à Mario Bros et tout. Et puis ma sœur, elle faisait un truc horrible. Elle me disait, en gros, des fois, je venais dans sa chambre, elle m'attrapait le bras, et des fois, elle me faisait croire qu'il y avait ma mère ou mon père qui montait. Et elle faisait vite, elle faisait exprès de me dire, elle faisait vite, retourne dans ton lit. Elle me bloquait, j'arrivais pas à partir. C'était une dinguerie. Et là, tu commences à avoir la goutte de sueur. Un peu sado et tout. Non, ça c'est, tu vois, et on en parle aujourd'hui avec ma sœur. Enfin, c'est énorme, trop bon souvenir. Mais oui, mais non, pour revenir aux potes, j'ai perdu. Aujourd'hui, je suis plus du tout en contact avec des personnes dedans. De temps en temps, un petit peu sur Insta, on s'envoie quelques messages.
Mais aujourd'hui, j'ai en fait, moi, vraiment, la qualité pour moi, c'est beaucoup plus important que la quantité. Enfin, je pense que tu le sais. Moi, aujourd'hui, je préfère avoir beaucoup moins d'avis. Pour moi, déjà, des amis, ça se compte sur les doigts d'une main, pas plus. Après, tu peux avoir des très bons potes, voilà. Oui. Mais j'ai quasiment perdu tous mes potes de Nantes, mais j'ai tellement des bons amis maintenant à Bordeaux. Qui, je pense, vont rester des amis de longue date. Et puis, si ça reste pas des amis de longue date, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis un peu comme toi, je suis hyper positif. Hein, en fait, le mantra, c'est tout arrive pour une raison. Ouais. C'est que si tu le répètes souvent, ça. Mais ouais, non, mais c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est un mindset un peu positif de, au pire quoi, si tu perds quelqu'un dans ta vie, c'est que ça devait arriver et c'est comme ça. Et j'en ai perdu des amis où je me suis dit, on était ensemble dans les études supérieures et je me suis dit, mais je vais les garder toute ma vie, mais en fait, pas du tout. Et puis, c'est juste, tu prends des chemins de vie différents et tu leur promets des choses. Et c'est comme ça. Moi, c'était un peu ça avec mes potes. Hein. Ah ouais, je te jure, dans 10 ans, oh là là, on sera ici. Tu te fais des projections. Ouais. Je sais pas si ça... Tu sais, tu te fais toujours des projections tout le temps. Même encore aujourd'hui, à des moments. Après, là, c'est plus légitime parce que forcément, on a grandi, on a mûri, etc. Mais je me souviens, moi, collège, lycée, etc. Tu avais des potes, des amis, etc. Où tu te disais, putain, dans 10 ans, waouh, on va faire ça. Ou tu sais, même moi, c'était un peu. Tu sais, j'ai eu une période un peu très superficielle, moi, dans mon enfance aussi. J'adorais tout ce qui était marque de luxe, ce qui est plus du tout trop le cas aujourd'hui, mais j'étais. Du coup, c'est lié à mon histoire, on va en parler juste après, mais j'avais ce côté où j'avais besoin de prouver aux autres que j'avais aussi des choses, entre guillemets. Et je mettais toujours des marques de luxe, quoi, tout le temps, etc. Et donc, c'était aussi à cette période-là où, du coup, avec mes potes, on faisait que de dire en mode, ouais, plus tard, on aura une villa, on sera méga riche et tout. Alors, tu sais, c'est même plus Enfin, en tout cas, c'est plus du tout ma philosophie de vie, entre guillemets. Même si, bien évidemment, il faut gagner de l'argent pour vivre. Mais ouais, moi, ça a été un peu plus le côté... en fait, c'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'entre le collège et le lycée, en fait, j'ai qu'un seul ami aujourd'hui de toute cette période-là. C'est mon meilleur ami depuis plus de 18 ans. C'est le seul qui, finalement, on s'est toujours méga compris, même si des fois, maintenant, aujourd'hui, on se voit un peu moins, entre guillemets, parce que lui est plus vers Dijon. Enfin, maintenant, il est plus vers ma ville où j'habite, à Sens, en Bourgogne. Alors, vraiment, c'est à 1 heure de Paris, ça va, mais... Et on se voit et tout, etc. Mais forcément, on n'est pas dans la même ville. Mais tous les autres, alors, un peu comme toi, tu vois, des fois, on prend un peu des news et tout, mais c'est quand même très rare. Et en fait, quand je repense aux amitiés qu'on a eues, donc je pense qu'il y en a certains qui m'ont un peu formé sur certaines choses. Mais c'est un peu les potes d'école, quoi. Tu sais, c'est quand tu changes, puis t'évolues même d'une classe, ça y est, tu leur parles plus, alors que pourtant tu passais des moments de 5 ans. Grave. Et tu penses que ta famille, ils t'ont inculqué des valeurs, donc comme on a dit, mais tes potes, ils t'ont inculqué quoi aussi comme valeur? Parce que tes potes aussi, ça t'apporte aussi énormément. Tu penses que t'apprends, enfin, ou plutôt ma question c'est, tes amis aujourd'hui, ils ont quoi en commun? Je pense qu'ils ont toujours un peu la folie que moi j'ai. Un peu. Tu sais, moi je suis un peu un taré dans ma tête, dans le sens où j'adore faire. T'as un grand Et tu l'es aussi un peu, mec, c'est pour ça qu'on moi, s'entend si bien. je le cache un peu, moi. mais ouais, tu l'es aussi un peu. Mais non, je pense que c'est un peu forcément cette folie. Enfin, moi, du principe où j'ai pas un ami qui a un peu d'humour. C'est. Voilà. Pourtant, t'es pas si drôle que ça. Non, mais après, le plus important, en fait, c'est bête, mais des choses auxquelles je me disais pas quand j'étais plus au collège, lycée, et que je me suis beaucoup plus dit quand j'étais en études supérieures, c'était tout simplement le fait que on soit pas des yosoi, j'aime bien dire ça, des moi je. Donc finalement, un peu l'enfant que j'étais quand j'étais dans ma phase superficielle, a toujours été en mode moi j'ai ci, moi j'ai ça, horrible. C'est plus le côté, on s'intéresse à l'histoire de l'autre à minima, tu vois. Là, en ce moment, tu vois, je sais que j'ai 2-3 potes qui, quand je les vois, parlent énormément que d'eux. Je suis en train d'en séparer, tu vois. Parce qu'en fait, ils ne s'intéressent pas, non pas que j'ai envie que forcément ils me posent des questions sur moi, mais c'est juste par un peu principe. Enfin, tu vois, une relation, c'est à deux, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, tu te consacres un minima aussi sur l'autre. Et donc, ouais, je pense que c'est le côté forcément relationnel, que j'aime beaucoup, le côté humour, et après, le côté, je dirais, l'empathie, hein, principalement. Pas la compassion, parce que des fois, forcément, mais l'empathie, je trouve que c'est peut-être la valeur primaire de tous mes amis. Si j'arrive pas à ressentir ce que eux ressentent et qu'en retour, eux ne ressentent pas ce que je ressens moi, je trouve qu'il y a un petit... Si je sens même, tu sais, qu'il y a un... Alors, c'est humain, tu vois, de juger, mais si je sens qu'il y a un jugement de la part d'un de mes potes,
il y a un truc qui me dérange, tu vois. Ouais, non, mais je Je sais comprends. pas toi. Je comprends à 100%. Ouais, mais pareil, moi, ce qui les unit tous, c'est vraiment la partie loyauté, respect, enfin, on en parlait, enfin, qui est vraiment hyper important. Parce qu'à partir du moment où tu as des amis qui ne te respectent pas ou peu, déjà, tu peux perdre en estime de toi, tu peux perdre en confiance en toi. Et puis même, ça ne te permet pas de créer des relations solides. Et justement, on peut grave en parler de tout ça. Le côté un peu même superficialité, moi, ça m'intéresse aussi beaucoup. Enfin, ça vient d'où, ce côté superficiel, tu penses, que tu avais quand tu étais au collège, lycée? Bah, du coup, moi, c'est beaucoup né de mon trauma principal, finalement, de ma life. Ah ouais. Non, ouais, donc de ma 5e à ma début seconde, donc j'ai vécu du harcèlement scolaire. Donc ça a été beaucoup insultes morales, mais enfin, ouais, morales, mais un peu moins physiques, mais il y en a eu aussi. Genre, ils disaient quoi, les gens? Bah, ils disaient comme quoi j'étais gay. Alors en soi, pourtant c'est pas du tout, enfin c'est pas censé être une insulte, mais enfin pour moi c'est légitime. Enfin, pour moi, je suis censé dire que si demain j'annonce que je suis gay à quelqu'un, ça doit être pris pour comme quelque chose de normal. Mais tu vois, forcément, quand t'as 15 ans, ce genre de choses, t'es en mode Oui. horrible et tout. Donc, de ma part de féminité, je m'habillais pas comme les autres, dans le sens où moi, j'aimais bien mettre ma petite polaire Quechua. Et tout le monde avait des hoodies avec la capuche et tout, Ouais. donc ça n'allait pas. Donc, forcément, il y avait ça où j'étais bizarre. Il y avait mon côté excentrique, en mode putain, Tanguy, il est trop chelou, il est fou et tout. Parce que moi, tu sais, je courais partout. Tu faisais des tours de jardin. C'est ça, je faisais mes tours de jardin. J'étais en mode. En fait, je vivais comme j'étais tout simplement et je m'inventais pas une part sociale à travers les autres. Parce que finalement, quand t'es au collège et au lycée, quand t'y repenses, tu t'inventes quand même un peu, entre guillemets, une vie aussi. T'as envie d'avoir ta première copine, t'as envie d'avoir, ou ton premier copain, t'as envie d'avoir, je sais pas moi, les bons potes qui font que, nanana, etc. et tout. Et en fait, moi, quand j'y repense, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Juste, je vivais comme j'avais envie de vivre, je voulais être dans mon mood, avoir des bonnes notes à l'école, être cool avec ma famille, trop bien. Ouais, t'avais des bonnes notes à l'école. En vrai, ça va. Enfin, tu sais, j'ai toujours été, j'ai pas été major promo, tu vois, mais j'ai jamais été le cancre, tu vois. Genre, j'ai jamais, par exemple, j'ai jamais redoublé. J'ai toujours eu, on va dire, entre, je dirais, 12 et 14 de moyenne, tu vois. Mais bon, ça, à la limite, on s'en fout. Mais juste, c'était le truc où je m'imposais pas de restrictions par rapport au regard des autres. Et au moment où ce harcèlement scolaire est arrivé, notamment une personne qui m'embêtait toujours tout le temps, et bah c'est là où ça a été un peu la descente aux enfers, tu vois. Beaucoup de remises en question, estime de soi, laisse tomber. Donc et je vois on va en parler, mais j'en vois encore les séquelles aujourd'hui, tu vois. Avant, quand je repense à moi avant mon harcèlement, et bah justement j'avais une méga estime de moi finalement, parce que j'étais le foufou qui était juste moi-même, qui arrivait aussi. Quand j'y repense aujourd'hui, forcément, tu t'en rends pas compte avant, qui faisait les choses pour soi, peu importe, quand j'étais avec les autres ou quand j'étais seul. Et après, quand le harcèlement scolaire est apparu, et bah justement, l'estime de moi, finalement, bah, je me suis transformé comme ceux que je ne voulais pas être au collège. C'est-à-dire, j'ai commencé à essayer de faire en fonction des autres, etc. Donc, il y a eu ma phase de superficialité. Donc, j'ai essayé de mieux m'habiller. Donc, des marques de luxe, notamment, parce que c'est trop stylé d'avoir des marques de luxe. J'ai essayé d'être moins extraverti finalement. J'ai essayé d'être plus dans les codes. Toi, t'étais pas toi-même en fait. Hein, c'est ça. En fait, je suis parti de quelqu'un où j'étais juste moi-même, que j'aurais dû affirmer encore plus et plus, quitte à ne pas avoir de potes. Mais bon, c'est facile à dire maintenant parce que forcément, encore une fois, quand t'es jeune, tu te dis bah non, il faut que j'ai des potes, etc. T'as pas la maturité aussi que tu peux avoir maintenant. Exactement, tu vois. Parce que c'est quand tu y repenses, c'est toujours un peu plus complexe, mais et t'as plus les idées claires. Mais ouais, donc phase de superficialité, estime de moi. Et puis du coup, c'est bête, hein, mais donc les seules personnes à qui je pouvais me confier, donc ça m'aidait pas dans mon harcèlement entre guillemets, c'était du coup auprès des filles. Moi, j'allais beaucoup auprès des filles. Du coup, alors il y avait mon meilleur ami Arthur, qui lui a toujours été méga présent, incroyable, rien à dire. Qui lui aussi, je me rappelle au collège, hein, des fois se faisait aussi pas forcément harceler, je pense pas. Enfin, je trouve pas entre guillemets, mais qui se prenait aussi des fois des réflexions, ce genre de choses, etc. Parce qu'aussi il était avec moi, ce genre de choses, tu vois. Oui, ça avait un impact sur lui parce qu'il traînait. Enfin, je pense. Enfin, après ça, il faudrait que je lui repose des questions et tout, mais je pense, on en a plus trop reparlé là depuis un certain temps, mais ouais, je pense qu'il y avait un micro impact et tout, et donc moi j'allais beaucoup vers les filles. Qui elles du coup en soi me comprenaient un peu plus. En fait, c'est pas une légende, hein, les filles finalement au collège sont toujours un peu plus matures que les mecs, et après c'était beaucoup au fait auprès des adultes. Moi je m'entendais, alors ça m'aidait encore une fois pas dans mon harcèlement scolaire, mais du coup j'étais extrêmement proche de tous les profs,
Mais donc forcément, moi, on me distinguait comme l'élève faillot, alors que pas du tout. C'est juste que du coup, je m'entendais bien avec eux. Parce qu'il y avait même deux, trois matières comme la physique ou ce genre de choses, ou l'espagnol, ou ce genre de choses où j'étais éclaté, où je m'entendais quand même très bien avec le prof, malgré le fait que le prof savait que j'étais pas très bon, ou que même des fois, je révisais un peu moins, que j'étais pas très assidu, ce genre de choses, tu vois. Et les profs, ils le savaient justement que tu te faisais harceler? Enfin, qu'ils le savaient? En fait, donc au début, c'était que cette personne-là, l'harceleur, qui forcément le savait, avec tous ses potes, un peu kékos, en mode bang, tiens, on va le faire chier lui et tout. Mon meilleur ami, du coup, Arthur. Et ensuite, quand c'était un peu le trop plein, tu vois, il y a eu plein de fois où quand j'étais chez moi, idée noire, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, j'étais vraiment, j'ai eu une fois des vraies idées noires, mais juste le lendemain, en général, il y a un moment, je me souviens, il y a un jour. J'étais dans les escaliers en train de monter dans l'établissement, tu vois. Et en fait, je m'effondre, tu vois. Je pleure et tout et tout. Et là, il y a Martine de la Place, exactement. Martine Le S. C'est ça, Martine La S, qui me voit. Donc, c'était ma prof de français à l'époque au collège, qui me voit et tout. Et qui me dit, qu'est-ce qu'il y a, Tanguy, etc. Qu'est-ce qui se passe et donc, je lui raconte. Je lui dis, voilà, ils font que de m'insulter. Il y a eu même des coups, etc. et tout. Enfin, c'est bon, j'en peux plus, quoi. Donc là, ni une ni deux, bam. Des coups. Hein? Des coups. Des coups physiques. Enfin, tu sais, ça a été une minorité, les coups physiques, mais il y en a eu quand même certains, tu vois. Sortie de collège. Enfin, tu sais, un peu comme dans un film, finalement. Sortie collège, la balayette, le machin, la tarte, tu vois, ce genre de choses. Ah, t'as vécu ça? Ouais, qui était un peu récurrent. Mais après, c'était surtout très moral. Enfin, très par la parole aussi. Et ce qui a finalement, je dirais pas plus ou moins d'impact. C'est les deux mêmes, mais juste. C'est la question que j'avais. Oui, c'est ça. Ça n'a pas eu le. Non, c'était un tout en fait. Okay. C'était un tout. Et du coup, je raconte ça à ma prof de français. Elle fait oula, il faut agir. T'en as parlé à ta mère, etc. et tout. Je dis non, pas trop et tout. Et ensuite, du coup, se passent quelques jours. Et en fait, il y avait la réunion parents-prof. Et il faut savoir qu'avant ça, j'avais eu cours justement je sais plus, parce qu'il fait les deux matières, j'avais eu cours de physique et de maths, ou l'un des deux, je me souviens plus. Et il y avait Monsieur Venet. Donc là, c'était mon prof un des deux. Et lui, en plus, si je me trompe pas, prof de judo, ou karaté, etc. Ouais. et tout, assez baraque. Donc moi, je lui en parle, parce qu'il voyait un peu, etc. Donc moi, j'étais encore au bout de ma vie, etc. Et il me dit, tu sais quoi, on en parle du coup à cette réunion parents-prof, c'est inadmissible. Oui. Le harceleur, je vais me le faire, tu vois. Non, mais vraiment, il m'a dit ça, tu vois. Il me dit, je m'en rappellerai, tu vois. Il était en mode, je vais me le faire, c'est hors de question qu'il se passe ça, tu vois. Donc, il y a la réunion parents-prof et tout. Donc, je me rappelle, il y a ce monsieur Venet et tout. Donc, en fait, Martine de la Place, elle, finalement, elle était très consacrée. Elle était plus intervenue en tant que psychologue, entre guillemets, envers moi. Mais à cette réunion parents-prof, on l'a pas forcément vue. On y est passé pour les notes et tout, mais on n'y a pas forcément parlé. Parce que moi, je lui en avais parlé, comme quoi, j'avais vu justement mon prof de maths. Et du coup, là, on en parle, etc. Et en fait, dans le couloir, qui passe? Mon harceleur. Bam. Et du coup, là, on en a parlé, ils ont pris des dispositions. Donc, ma mère a été au courant, prenait, on va dire, soin de moi en me posant des questions, etc. Et ensuite, donc, je sais plus les conséquences qu'il y a eu exactement. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que du coup, il me faisait beaucoup moins chier. Il me faisait beaucoup, beaucoup moins chier. Toujours quelques petites réflexions par-ci, par-là. Et il continue quand même un peu. Mais il faisait beaucoup moins le malin. Genre maintenant, quand il me voyait, il savait les répercussions que c'était monté, on va dire, à la hiérarchie de l'éducation, entre guillemets, et qu'il devait plus rien me faire et tout. Mais les séquelles étaient déjà là, tu vois. Et estime de moi. Donc en fait, même si à un moment ça s'est arrêté, et moi j'étais du coup resté dans, comme je te disais, cette base de il faut que je sois quand même normal, parce que si ça se trouve, il y a une autre personne qui va m'harceler à mon tour derrière. Tu vois. Ouais. Donc c'était un peu ce mood-là, ouais. Ah ouais, c'est dingue. Donc ta mère l'a appris par l'établissement et c'est pas toi, enfin toi t'en as pas du tout parlé à tes parents. En fait, je me souviens plus, parce que du coup là ça commence à dater, mais je me souviens plus exactement. Ça se trouve, j'ai pas envie de dire de trucs faux. Ça se trouve, j'en avais peut-être parlé en amont un peu à la maison, en mode des petits appels de phare. Étant donné que ma mère est très empathique, elle l'avait un peu capté. Et ensuite, en fait, tout s'est fait un peu en même temps. Ensuite, il y a eu cette fameuse réunion parents-prof, où du coup, ils en ont parlé, etc. Et je me souviens plus si ce mec-là, du coup, a été exclu ou autre, mais en tout cas, il s'était fait punir de fou. Enfin, et voilà. Ses parents l'avaient détruit, forcément. Enfin, t'imagines, côté de harceleur, t'apprends que ton gosse, il harcèle. C'est chaud. Et voilà. Donc, ça s'est fait un peu dans cette philosophie-là. Et après, ça s'est stoppé. Et puis, je suis allé au lycée. Alors, je dis, comme quoi, mon harcèlement a
on va dire, c'est perpétué même jusqu'à début seconde. Parce qu'après, il y a une autre personne différente qui, lui, a aussi commencé à me faire Enfin voilà, il commençait encore à me refoutre sur le côté par rapport à la classe, etc. Et c'était comme du harcèlement, la définition du harcèlement, c'était répété, tu vois. Et du coup, forcément, je le vivais très mal et tout, mais j'ai réagi un peu différemment. J'en ai direct parlé à mes profs. Et puis surtout, j'évitais de voir ces mecs-là, tu vois. Toujours des mecs, hein, finalement. Putain, mais c'est pas une légende. Je dis pas que des filles ne sont pas capables de harceler, mais en tout cas, en grande partie. Ouais, peut-être. Ouais, exactement. Donc, voilà. Et ensuite, après, c'est allé beaucoup mieux. Je suis rentré en première. J'étais trop content en première, terminale, etc. Donc voilà. Ouais, non, sacrée histoire. Ah ouais, sacrée histoire. Et donc, ouais, ça a encore un impact aujourd'hui sur toi. Pour tout vous dire, en fait, cet épisode, il n'était pas prévu. Là, on est vraiment en feeling et on a juste préparé quelques petites questions. C'est une sorte de petit jeu. Donc là, je vais te poser des questions. Et puis, tu vas répondre. Enfin, je crois que c'est l'objectif des questions. Let's go. Première question. Tu te disais souvent que c'était de ta faute si on te harcelait. Ouais, totalement. Tu avais peur d'en parler parce que tu pensais que personne ne te croirait. Faux, mais je pense que ça dépend des cas, forcément. Je pense qu'il y en a qui répondraient oui. Mais toi, du coup... Ouais, moi je pense faux parce que j'avais pas forcément peur d'en parler. J'étais focalisé sur justement les réactions de juste la personne qui m'harcelait sur moi. Mais j'avais pas forcément peur d'en parler à ma mère ou à des profs, tu vois. Ok. Tu pensais qu'en essayant d'être comme les autres, ça allait s'arrêter ? Ah, totalement. C'est d'ailleurs pour ça que ouais. Quand tu t'es réveillé le matin, est-ce que tu te demandais comment tu allais survivre à la journée ? Le jour où j'ai eu des pensées noires, ouais, totalement. Je me suis dit, putain, c'était le soir, forcément, c'est toujours un peu le soir. Pensées sombres, pensées noires. Je me dis un peu finalement, si tu sautes à la limite. Ok, voilà. on va en parler de ça juste après. Je finis les questions, mais on va en parler. Tu pensais qu'en te taisant, ça protégerait les autres autour de toi ? C'est dur comme question. Non, je pense pas. Non ? Ok. Tu t'es déjà demandé si c'était normal de ressentir autant de douleur pour des mots ou des gestes ? Ouais, vrai. Est-ce que tu as parfois eu l'impression que personne ne remarquait ce que tu traversais ? Ouais, totalement. Au début, ouais, forcément. Au début, tu sais, les gens... c'est très vicieux, finalement, le harcèlement scolaire. Tu vois, ils agissent un peu en soum-soum au début, etc. Donc toi, tu le vis, mais les autres ne le voient pas. Et même encore aujourd'hui, des fois, il y a des personnes à qui je le dis de ce que j'ai vécu. Ils me disent putain, tu sais, ils étaient dans cet entourage-là. Ils disent ah ouais, c'est vrai, t'as vécu du harcèlement scolaire. Parce que forcément, après moi derrière, j'ai pas forcément parlé. Ils sont en mode ah ouais, t'en as vécu, etc. et tout, c'est chaud et tout. Je fais bah ouais, tu vois. Et parce que ça se voit pas forcément. Et forcément, il y a eu des phases où t'as l'impression d'être incompris. Mais parce que aussi, d'un côté, toi, tu n'en parles pas tout de suite. Oui, il y a ça aussi. Donc il faudrait que tu en parles tout de suite. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les plateformes de harcèlement scolaire ou ceux qui défendent cette cause-là et tout disent toujours parle-en. Et c'est vrai, ils ont trop raison. Il faut absolument en parler, tu vois. Mais il y a toujours cette phase un peu... Finalement, c'est un peu comme une main aux fesses, etc. T'as toujours cette sidération, ce phénomène de sidération. T'es un peu, mais plus sur du long terme, entre guillemets. Dans la réaction, je parle. Comment c'est possible C'est ça. T'es plus toi-même dans la réflexion en toi. Donc t'es sidéré. Il se passe ce qui se passe. Et tu sais pas trop comment agir, alors qu'il faudrait que tu en parles. Et ça vient après coup. Donc quand t'es plus dans cette période de sidération, et bim, tu passes à l'action. Et sur justement le moment où tu parlais du moment où tu as remis un peu ta vie en question, ouais. Comment ça s'est passé ? Donc c'est arrivé qu'une fois, hein, et c'est d'ailleurs la première fois que je le dis sur un podcast ni rien. J'avais même pas dit, j'avais fait un podcast aussi sur mon harcèlement scolaire. Donc quand mes parents ils vont écouter ça, parce que ça vraiment peu de personnes le savent. Ouais. Mais aujourd'hui je suis tellement entre guillemets bien dans ma vie, je me permets d'en parler, il y a aucun problème. Mais il y a c'était un soir, du coup je suis rentré, j'étais dans mon lit, mon petit lit simple, moi, j'adore les lits simples. J'étais dans mon lit simple et en fait il y avait eu ce tremplin, on va dire, enfin ce trop plein, on va dire, pendant toute la journée où du coup je m'étais fait harceler. Je crois qu'en plus, forcément t'as la conscience encore d'un gosse, je crois qu'en plus je m'étais tapé une sale note. Alors ça paraît très bizarre à dire comme ça, mais c'est vrai, je m'étais tapé une sale note, donc il y avait eu ça qui avait impacté en plus. Et t'avais quel âge ? J'avais 15 ans, un truc comme ça, 15-16 ans, je pense que c'est dans ces eaux-là.
Et il y a donc un soir, je me dis, tu sais, je vois la fenêtre et tout, et tu sais, je m'approche de la fenêtre, mais pas en mode. Après, je pense pas que je serais décédé si j'avais sauté, parce que c'est pas non plus des étages. Je me serais fait très très mal, mais je suis pas sûr. Bah, après, ça dépend comment tu tombes. Mais tu sais, je crois que je suis monté sur le bord de la fenêtre, mais en mode, il y a un préau en fait. C'est dans ma chambre. Mes parents, s'ils s'écoutent, ils comprendront direct. Mais il y a un espèce de préau, donc, enfin, je sais pas, mais en tout cas, l'action, l'envie d'entre guillemets d'en finir était là, dans le sens où en fait, j'en avais trop marre de. Je disais, mais j'ai changé pour eux, ils me comprennent pas. Je viens de me taper une sale note. Je continue à me prendre des insultes tous les jours. Et en fait, le seul truc qui m'a poussé à ne pas le faire, c'est justement le fait à quel point je vais faire du mal à mes parents si bah, je fais une connerie, etc. En fait, c'était vraiment le truc. Et ma sœur, d'ailleurs. Mais c'était le seul truc qui me dit, putain, mais Tanguy, fais pas cette connerie, tu vas grandir, etc. Et puis le lendemain, ça allait mieux. Directement le lendemain matin, je me dis, putain, ouais, c'est chose que t'as fait et tout, mais bon, voilà, on va aller voir. Et le lendemain matin, bah, forcément, j'avais pas du tout envie d'aller en cours. Et je crois que c'est même un matin où du coup j'ai fait semblant à ma mère d'avoir un état grippal ou ce genre de choses, etc. Et en général, je détestais rater les cours, moi. J'étais plutôt assidu. Et du coup, bah, ma mère, qui n'avait pas l'habitude que je veuille rater les cours ou ce genre de choses, je crois m'avait dit de rester le matin chez moi. Et l'après-midi, j'étais allé en cours. Et puis bah, l'après-midi, après, c'est déroulé, on va dire, normalement. Donc ça, c'était avant, bien évidemment, la période où j'en ai parlé à mes profs, ma mère, etc. hein. C'était avant tout ça, avant même que je parle du harcèlement scolaire. C'était dans ma phase, on va dire, où j'étais en état de sidération, plus état de moi contre moi-même. Donc ta motivation première de ne pas sauter, ça a été ta famille. Ouais, principalement. Je me suis dit, t'imagines la souffrance que ça doit être de perdre un enfant. Tu sais, c'est à ce moment-là où finalement, j'ai pas arrêté. Enfin, tu sais, forcément, dans le harcèlement scolaire, tu fais que de penser à ta gueule, mais c'est légitime. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, Tanguy, là, pour le coup, sois pas égoïste. Même s'il faut être égoïste, je pense, dans la vie en règle générale, à des moments. Mais ne sois pas égoïste et va pas faire une connerie. Même si, encore une fois, je pense pas que je serais décédé parce que j'étais pas à cet étage, mais je me serais fait très mal. Et même l'action a été, mais en mode, Tanguy, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les cas, c'est-à-dire que je serais tombé de l'étage. Ça aurait pas été un accident parce qu'il faut quand même monter sur le machin, etc. Enfin, mes parents m'auraient dit, mais oula, c'était quoi ta réaction? Et en fait, je pense que j'avais plus peur de la réaction émotionnelle de mes parents, en mode, mais du coup, mais pourquoi? Tu sais, la fameuse question où tes parents viennent te voir en mode, mais qu'est-ce qui t'a pris, tu vois? Et j'avais pas envie de répondre à cette question-là. Si jamais, du coup, je survivais, etc. Et je voulais pas réagir à ça, tu vois. Je voulais pas les mettre eux dans le mal, ou même que eux se sentent du coup en mode putain, j'ai pas été là et tout. Donc je trouve ça horrible parce qu'en fait, c'était pas du tout de leur faute parce qu'encore une fois, j'étais dans ma période de sidération un peu. Et du coup, bah forcément, t'as ce truc où j'avais surtout pas envie qu'ils se remettent eux leur rôle de parent, ou ma sœur son rôle de sœur, etc. En question, alors que c'est à aucun moment de leur faute. Et que ouais, t'en parles au début, enfin t'étais dans une famille aimante, ils exactement étaient là pour toi. enfin et puis derrière, quand j'ai commencé à en parler, ils étaient méga présents pour moi, ils ont agi, j'ai eu grave de la chance. Je sais que c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui, j'ai eu grave de la chance. Enfin, mes parents ont été à 100% au top, tu vois, vraiment au top, comme l'émission. Oui. Mais vraiment au top. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien à dire. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, là, j'en parle et tout. C'est pas comme si j'avais eu ce truc. Je pense que j'en aurais quand même parlé, mais c'est pas comme si j'avais eu des parents derrière qui m'auraient dit ouais, t'abuses, Tanguy. Non, mais attends, mais ça va pas. Comment ça, tu oserais faire ça? C'est inadmissible. Tu retournes en cours. Tu vois, heureusement. Et malheureusement, je sais qu'il y a des gens, il y a des témoignages. On en voit malheureusement quasiment tous les jours, de gens qui justement n'osent pas parce que leurs parents ne les protègent pas forcément, ou en tout cas ils ne font pas d'action pour. Et je pense que quand tu es en collège, même lycée d'ailleurs, même si tu grandis un peu, il faut que tu sois accompagné à minima sur ce genre de choses. Et c'est à ça que servent sous les apparences exactement. Les médias. Mais oui, on a ouais, c'est pour ça. Témoignages de fou, ouais. Donc ouais, non, sacré mood. Sacrée histoire. À toi, mon Polo, je pense. Ouais. Maintenant que je me suis livré à 100%. À part s'il y avait peut-être d'autres questions, tu me dis. Hein. Non, enfin, on aura l'occasion aussi d'en reparler, mais oui. Non. Je pense qu'on va faire l'inverse. Je vais commencer directement par le petit jeu. Ouais. Alors juste déjà peut-être introduire toi ce que tu as vécu, un peu ton trauma aussi. Et voilà. Le trauma, c'était il y a... À chaque fois, je dis 2 ans et demi, 3 ans, c'est que j'ai l'impression que à chaque fois, c'est la même date. Alors non, c'était il y a 3 ans et demi. J'ai souffert d'une dépression. Et ce qui a été très difficile, c'est que il n'y avait pas réellement de cause.
Des dépressions, tu peux avoir un élément déclencheur ou non. Moi, en l'occurrence, on n'avait pas vraiment. Et ça s'installait petit à petit. Là, aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je suis tombé en dépression, j'avais 22 ans à peu près. Donc, c'est un peu la période aussi de transition où tu finis tes études supérieures. Moi, j'avais ce côté où j'ai besoin de donner du sens, comme beaucoup de gens, hein, comme tout le monde, donner du sens à sa vie. Et moi, j'arrivais à la fin de mes études. J'allais dans un travail qui, sur le papier, était incroyable. Une entreprise sur Paris, en croissance, un bon salaire, avec une bonne équipe. Vraiment, tout allait bien dans ma vie. Et c'est ça qui était fou, c'est que, en fait, tout était parfait, mais j'étais pas bien. D'où le fait qu'une dépression, c'est pas que dans la tête, Non. et que c'est une vraie maladie. Ah oui, non, c'est un vrai truc parce que, en plus, t'as cette pensée de attends, mais justement, j'ai tout pour aller bien, pourquoi je vais pas bien? Et donc, t'as un peu ce côté auto-sabotage de ok, il faut que tu te bouges, sauf que, en fait, quand t'es en dépression, en fait, tout ce que tu dois faire en dépression, tu le fais pas. C'est-à-dire que moi, j'avais arrêté de faire du sport. Je dormais mal, je buvais de l'alcool, je sortais beaucoup, j'étais avec des personnes avec qui je suis plus forcément en contact aujourd'hui parce que c'est plus forcément aligné avec mes valeurs et qui me poussaient pas à prendre soin de moi. Et en fait, tout ça faisait que je pensais plus à moi, je prenais plus soin de moi. Et donc, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu commences par donc arrêter le sport, tu commences par être avec les mauvaises personnes. Enfin, et donc tout ça m'a amené vers justement cette dépression qui a été très, qui a dû être, très, très compliquée. Ouais. Bah, avant justement de poser d'autres questions, je te propose aussi un petit jeu pour qu'on apprenne un peu plus sur justement l'épreuve que tu as vécue. Are you ready? I'm ready. Alors, est-ce que tu n'arrivais pas à dormir? J'avais du mal à dormir. Est-ce que tu pleurais tous les soirs? Non, je suis pas quelqu'un qui pleure, mais j'étais beaucoup plus sensible. Ok. Est-ce que tu as des pensées noires, sombres? J'ai pas eu cette pensée de me dire ok, je vais le faire. Par contre, j'ai eu cette remise en question de en fait pourquoi t'existes? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là sur cette terre? Est-ce que tu avais de la libido? Peu. Est-ce que tu faisais du sport? J'avais arrêté de faire le sport, alors que pourtant je suis quelqu'un qui normalement est très, très sportif. 3 fois par semaine. Hein, Bon, c'est pas grand-chose. Mais c'est bien. Déjà. Oui, là, c'est déjà ça. C'est bien. Est-ce que tu te sentais nul? Ouais. Ah, mais nul, mais vraiment, je me disais, mais tu remets ta vie en question, donc tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là sur cette terre? Et donc tu te dis, en fait, je sais rien. Mais quand tu dis que tu te sentais nul, c'est à quel stade? C'est-à-dire même auprès de n'importe quel style de relation. Alors auprès de toi, oui, parce que comme tu l'as dit, tu t'auto-sabotais. Mais au-delà de, même face à tes parents, face à peut-être ta copine de l'époque, je sais même pas si t'étais en couple ou autre, mais ou tes amis, tu te sentais nul aussi même à travers eux? Ou est-ce que déjà tu les voyais? Ouais, je les voyais, mais en fait, d'un côté, je me forçais un peu à les voir parce que j'avais qu'une envie, c'était juste de rester dans mon lit et ne pas sortir. En plus, j'étais dans un 14 mètres carrés loi Carrez, donc c'était un toit mansardé à Paris. Il faisait une chaleur monstrueuse. En plus, je me souviens à la fin d'été, le moment où j'ai eu ce déclic de reprendre ma vie en main. Enfin, c'était assez compliqué. Et je me sentais nul, oui, surtout quand j'étais tout seul, parce que quand j'étais avec eux, je pensais moins à moi, alors que j'avais besoin de me vider l'esprit. Sauf que je me le vidais peut-être pas de la bonne manière. Et surtout quand je me retrouvais tout seul face à moi-même, où je me suis dit, mais en fait, t'es pas la personne que tu croyais être. Parce qu'un peu comme toi, avant, j'avais une bonne estime de moi, et je pensais avoir confiance en moi, et au final, ça a remis un peu le chamboulement dans tout ça. Mais c'est un vrai cercle vicieux, finalement, la dépression, parce que je pense, tu me dis si je me trompe, mais c'est en gros, toi, tu penses que pour sortir de ta dépression, en tout cas de ton état qui est vraiment chaotique, tu dois aller voir tes potes parce que je pense que quand tu vois tes potes, tu peux rigoler, etc. Ça change pas le fait que tu sois pas en dépression, le fait que tu rigoles. Tu rigoles peut-être avec tes potes, etc. et tout. Donc tu penses que ça va t'aider à te soigner. Finalement, tu t'oublies toi encore plus. Alors que finalement, le chemin, en tout cas, je dis pas qu'il est universel, je sais pas, j'ai pas vécu de dépression, mais il faut que tu te focuses uniquement sur toi. Donc il faut que tu arrives à trouver, entre guillemets, une clé, entre guillemets, quand tu es seul, en fait. Quand tu es seul pour te forcer à faire les choses. Donc, comme tu m'as déjà un peu raconté, tu me dis si je me trompe, mais te forcer à faire du sport, te forcer à ce genre de choses. Oui, mais c'est impossible. J'arrivais pas à me forcer. Et je suis retombé sur des photos, il n'y a pas si longtemps que ça, de moi quand j'étais en dépression.
Là, ça va, j'essaye d'être un peu clean. Ok. Voilà. Bon, là, on n'en parle pas. Mais en fait, justement, j'avais laissé pousser les cheveux, j'avais une barbe qui était pas. Enfin, vraiment, je me sentais sale, en fait. Et même, tu le voyais au niveau de mon corps. Je me souviens, j'ai la photo de moi, justement, où je me prenais dans le miroir. Je fais la gueule. J'ai une barbe horrible. J'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens. On aurait dit Coluche. Coluche, respect à lui, mais voilà, c'était on voit le mood. Voilà. Et vraiment, tu vois que le gars, il va. Tu prenais vraiment pas soin de toi, quoi. Mais ça qui est ouf, c'est que, en fait, quand je me vois maintenant en photo, je sais que je vais pas bien, mais mes proches, et c'était un peu ce truc de. En fait, j'ai pas envie de les impacter, donc je vais pas leur raconter, mais eux commencent à le sentir. Surtout mes parents. Ouais, justement, ils ont réagi comment un peu, du coup? Comment ça s'est passé un peu? Par exemple, moi, j'ai des parents que j'aime, qui m'ont toujours aimé, j'ai toujours été dans une famille très aimante. Et ma mère, ça a toujours été une relation où c'est assez difficile. Enfin, je suis hyper pudique par rapport à tout ça. Ça, je sais bien, mon polo. Mais bon, on est là pour ça. Moi, ma mère, la relation a toujours été pas forcément évidente. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à me livrer à elle, à lui montrer mes émotions, lui dire ce que je ressentais, lui dire ce que je faisais, lui dire tout ça. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Et tu vois, là, ça. Ouais, non, je comprends, c'est bien. Ouais, là, avec bon exercice. C'est un sacré exercice. Mais, et donc, j'ai jamais été l'enfant qui appelait sa mère pour prendre des nouvelles, pour tout ça. Le seul moment, et je suis le pire fils pour ça, le seul moment où je l'ai appelée, c'était. Parce que j'avais besoin d'elle ou autre. Après, ça, pour te rassurer, etc. Bon, même si c'est pas ma phrase qui va te rassurer en mode ok, chill. Mais je pense qu'on a tous été, en tout cas sur juste cet asset-là, un peu, surtout quand on est jeune, etc. Cet asset où à des moments, tu sais, on se rend pas encore vraiment compte de tout ce que nos parents ont fait pour nous. On s'en rend compte, mais très peu. Et en fait, on les appelle souvent pour ouais, tu peux m'acheter si, ou alors ouais, tu peux venir me chercher s'il te plaît à la gare. Voilà, c'est exactement ça. Et donc là, ma mère, elle a commencé à voir que je l'appelais un peu plus, que je lui envoyais peut-être un peu plus de messages, que j'étais à Paris à l'époque, je redescendais peut-être un peu plus sur Bordeaux. Parce que j'avais besoin de ça. Et elle a très vite capté que ça allait pas. Les femmes, elles ont un second sens de fou. Et ouais, ça, c'est zinzin, ça. Et puis après, même mon père, j'ai commencé à lui en parler. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé, c'est le fait d'en parler. Le fait d'en parler à ma mère, le fait d'en parler à mon père, le fait d'en parler à mes amis avec qui j'étais très très proche. Et encore, je le disais même pas à tout le monde. Mais voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'en parler. Ok, je comprends. Et plus d'un point de vue, donc comment derrière, après, quel a été un peu ton déclic, entre guillemets, qui a fait que tu as réussi à un peu plus sortir de ta dépression, en fait? Le déclic, ça a été, on était en été 2021-2022. À l'époque, j'avais mon ex, mon ex-copine. J'étais à Paris dans mon 14 mètres carrés loi Carrez. Il faisait une canicule mais monstre, et donc j'avais besoin justement de voir ma famille et de changer d'environnement, tout ça. Donc j'ai décidé de descendre chez mes grands-parents à la campagne du côté de Niort, à Le Busseau exactement. Et donc je me retrouve un peu donc avec eux, on était tous les trois. Et donc je me retrouve à des moments un peu seul. Et donc ça m'a permis de réfléchir, mais un peu différemment parce que tu changes d'environnement. Donc, je sais pas, mon état d'esprit était un petit peu différent. J'étais à la campagne, j'étais un peu à la nature et ça m'a fait du bien. Et là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que t'es en train de faire? Justement, j'ai fait un peu le constat que je fais maintenant, mais que je faisais pas avant. C'est, mais tu fais plus de sport, t'es avec une ex qui ne te correspond pas, t'es avec des gens qui ne te correspondent pas, t'es dans un métier qui ne te correspond pas. Enfin, vraiment, rien n'allait sur tous ces points-là. Tout était au rouge, quoi. Heureusement, j'étais très bien entouré sur le côté familial et même sur le côté amical chez certains amis. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu ce déclic de ok, Paul, il n'y a que toi qui peux te sortir de là, il n'y a que toi qui peux sortir de cette dépression. Et donc, il faut que tu mettes en place des actions. Et c'est là où, justement, j'ai donc quitté ma copine de l'époque, j'ai déménagé, j'ai changé d'environnement. Alors, j'ai déménagé à 5 minutes de chez moi, à Paris, mais j'avais besoin de changer d'appart. C'est ça, tu changes, ouais, je comprends. J'ai changé d'appart, j'ai mis de la distance avec certaines des relations, j'ai arrêté de
j'ai moins bu d'alcool. Là, tu sais, maintenant, ça fait 1 an que je bois plus du tout d'alcool. C'est un challenge. Je m'engage officiellement en 2026 de suivre le même challenge que 2026. je me laisse une année quand même de transition. Ouais. Mais là, tu vois, ça fait 1 an que j'ai pas bu d'alcool, ça me fait bien fou. Mais du coup, j'ai eu ce truc-là de, ok, j'ai aussi pris rendez-vous chez le psy. Ça m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc de fou. Bon, en fait, je vais chez le psy. Et donc, t'as la salle d'attente, t'as toutes les chaises, t'as donc l'entrée du psy. Et moi, j'étais à la chaise opposée à l'entrée du psy. Et c'était ça sur chacune de mes séances, à chaque fois que j'y allais. J'ai fait peut-être 7-8 séances. J'en ai pas fait beaucoup, parce que ce travail, je l'ai aussi surtout fait moi-même. Et j'y suis retourné quelques mois après pour faire un peu une séance finale, le moment où j'ai estimé que ça allait mieux. Et inconsciemment, je l'ai remarqué qu'après, j'étais pas assis sur la chaise à l'opposé, mais j'étais assis sur la chaise qui était la plus proche de l'entrée. Énorme. Donc j'ai fait ce constat-là, et c'est là où je me suis dit, mais en fait là, c'est bon, Ouais, il y a eu un step-up, quoi. T'as avancé. C'est fou, ça hein. va mieux. Oui, pardon, excuse-moi. Non, mais putain, parce que ça doit forger de zinzin. Parce que c'est une épreuve qui, entre guillemets. Alors, bien évidemment, tu peux être accompagné, psychiatre, psychologue, etc. Forcément, c'est hyper important. Et je pense que d'ailleurs, c'est une grande majorité. Mais c'est malheureusement, entre guillemets, sur les faits, quoi, une épreuve quand même à surmonter. Énormément seul, entre guillemets, même s'il le faut pas. C'est bien d'aller en parler à un professionnel, mais c'est ce que tu me dis, entre guillemets, et tu as réussi à avoir ce truc-là. Donc aujourd'hui, je me doute que tu as beaucoup de résilience par rapport à ça, même dans ton mode de vie, comment ça se passe, etc. Ouais, à fond. Enfin, tu le vois peut-être, mais moi, aujourd'hui, même si la moindre épreuve, maintenant, j'ai ce côté, tout arrive pour une raison, hyper positif, et le fait de reprendre ma vie en main, c'est maintenant je fais du sport, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai une copine que j'aime et je suis hyper aligné avec tout ce que je fais. On lance le média au plus haut, cette émission Sous les apparences avec toi, mon frérot. Et enfin, aujourd'hui, en fait, tout ce que je fais, je suis grave aligné avec de ça. zinzin. Et je pense que c'est un peu dur de dire ça, mais je remercie la dépression. Ouais. Je la remercie. Il faut bien préciser pour son cas à lui. Pour parce que forcément, mon cas. pour son cas, c'est sûr. comme moi, je remercie le harcèlement scolaire, mais pour mon cas, parce que c'est pas donné à tout le monde de remercier un trauma aussi grave. Et je sais en plus, sur Instagram, je crée un peu de contenu et il y en a certains qui m'envoient des messages, je suis en dépression, ton contenu me fait du bien, mais c'est dur, machin. Chaque dépression, chaque harcèlement est vraiment unique. Mais j'ai vraiment envie de partager un message d'espoir et je pense que toi aussi, et je pense que c'est ça qui fait qu'on est des personnes qui ont envie justement de partager du bon et qui fait qu'on est résilient, qu'on soit résilient, tout ça. Partager un message d'espoir de ok, on peut s'en sortir et cette épreuve là elle va être très utile pour notre construction et pour forger qui on est. Emmener les gens au plus haut. Au plus haut. Si d'ailleurs on en parlait un peu grave. de comment Bonne du coup transition. Comment on s'est rencontrés, mon Polo. Ouais, comme tu veux, je peux en parler. Vas-y, je vais rebondir, évidemment. Ouais. On s'est rencontrés, donc on crée un peu de contenu sur LinkedIn il y a 1 an, un peu plus d'1 an maintenant. Et en fait, je vois un post sur LinkedIn. On avait un peu échangé sur LinkedIn parce que moi j'avais fait une retraite méditative Vipassana qui m'avait aussi beaucoup aidé dans le fait de reprendre ma vie en main. Et justement, t'avais grave rebondi sur ça. Toi, t'adores les gens, donc tu m'as envoyé un message. Je dis putain, trop bien. Et puis on avait grave parlé. Et là, je vois ton événement sur LinkedIn qui s'appelait la balade des rencontres. La fameuse balade des rencontres. Et quelle rencontre. Et l'objectif, tu peux en parler. L'objectif, c'est simple. On partait d'un point A pour arriver à un point B. Le point A, c'était à ce moment-là, c'était le parc, c'était le jardin des plantes. Et ensuite, l'objectif du point B, c'était en gros un bar où on se retrouvait tous. Donc j'avais publié cet événement sur LinkedIn. Il y avait 16 personnes qui étaient venues, dont toi, mon Polo. Ouais. Incroyable. Et en gros, l'objectif, c'est que j'avais établi une règle de 10 défis, des défis aussi bien pour introvertis, pour extravertis, et c'était en gros faire face à sa peur du regard des autres, sa peur du jugement, etc. Pour un peu, finalement, vivre comme on a envie de vivre, entre guillemets, tu vois. Et donc forcément, on est allé parler, donc j'avais fait, je me souviens plus, des groupes de 2 ou 3, je crois. Et en fait, on s'était un peu dispatchés dans le parc. Et on devait aller parler des inconnus, donc on avait rencontré, c'est trop bien, plein de personnes qui nous avaient raconté leur histoire, c'était incroyable. Et après, on s'était retrouvés du coup au point B.
on buvait un verre tous ensemble, très sympa. Et donc après, la suite de l'histoire, Ouais. c'est zinzin. Alors, ouais, vas-y, dis. Non, mais ça a matché de fou entre nous. Ouais. En fait, directement, on a commencé en fait, il y avait plein de gens, mais en fait, on a parlé beaucoup entre nous et Ouais, il y avait un feeling, tu vois, il y avait un truc. Il y avait un bail. Et là, tu me dis, mec, t'es chaud, on part en co-living, donc c'est partir avec d'autres gens dans un endroit pour travailler et partager nos idées. On se connaissait pas et tu m'as dit de partir en co-living avec des gens que tu connaissais pas réellement non plus. On est parti à 4. C'est ça, on est parti à 4. Gros big up à Elliot et Maël, hein, qui est la gêne terrible, c'est le nom de notre groupe. C'est ça. Mais non, ouais, énorme ce groupe-là et tout. Et en fait, ouais, c'est vrai que moi, en tout cas à ce moment-là, je ne connaissais. En vrai, je te connaissais pas du coup. Enfin, ok, on s'était vu du coup. En fait, t'étais la seule personne que je t'avais vu en physique. C'est ouf. Maël et Elliot, je les avais absolument jamais moi non vus. plus, du coup. Ouais. Donc t'avais Maël, donc qui est toujours vidéaste et photographe, et Elliot qui était dans son mood de quête de sens, donc qui est ghostwriter, etc. pour des acteurs dans tout ce qui est travail. Quête de je le sens, vends hyper mal. Non, mais oui. Et du coup, on est parti ensemble à Quiberon. En Bretagne et en fait on a commencé à parler, en fait on est directement rentré dans des sujets très profonds, on n'est pas resté moi je suis quelqu'un et je pense les small talk au bout d'un moment il faut réussir à passer ça et parler de vrais sujets très profonds et directement on a parlé de nos histoires et en fait je pense qu'on était dans un environnement hyper bienveillant aussi, c'est ça, de fou. et donc toi, tu avais donc un podcast. Donc moi, j'avais un podcast qui avait pour objectif d'interviewer des voyageurs et ou des entrepreneurs ou les deux en même temps. C'était, on va dire, 2 cibles qui me plaisaient trop. Et l'objectif, c'était parler des peurs de ces gens-là, des peurs qu'ils avaient eues, qu'ils ont et qu'ils ont et qui voilà. Et donc c'était un podcast qui était intimement lié finalement à une partie de la santé mentale. Les peurs, c'est quand même une grosse partie de notre vie. Grave. Qui n'a pas peur aujourd'hui, à part des menteurs. Ok. Mais du coup. Ça a été ça, donc en fait moi j'avais le podcast, toi t'avais déjà un peu cette idée de média. Ouais, c'est ça, en période de transition où justement j'avais déjà posé ma démission dans mon job à Paris et sans réellement savoir ce que j'allais faire, mais juste je savais que si j'étais pas au bon endroit il fallait que je change de projet et j'avais eu cette idée de lancer donc ce média sur la santé mentale. Et donc on a commencé après à en parler, c'était début d'année 2023. Ouais, c'était en mars, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi je venais de commencer mon stage de fin d'études. Le 12 mars. Le 12 mars. Et tu viens à l'appart. Un vrai couple. Ouais. Tu viens à l'appart. Ouais, c'est ça. Le 12 mars, tu viens à l'appart et puis là on a commencé à en parler, on s'est dit putain, on a grave la même vision, on a envie de faire les mêmes choses et puis après ça a avancé, on l'a lancé. Le soir même, on crée la page, on dit au début il faudrait peut-être qu'on brainstorm un peu quand même pour être sûr que voilà. Le soir même, on avait déjà créé la page pour tout créer sur le média et tout, on était on fire. Hyper vite, ouais. Ah, c'était zinzin ça. Non, c'était incroyable. Et puis du coup alors, donc on crée Au Plus Haut. Quelles sont du coup les missions d'Au Plus Haut? Pourquoi on crée ce média, tu vois, au-delà bien évidemment de nos histoires personnelles? La mission, déstigmatiser et éduquer. On a des concepts. Alors là, on parle du média, donc plus les formats courts. Là, on est sur Sous les apparences, donc l'émission du média Au Plus Haut. Donc l'objectif, c'est déstigmatiser sur la santé mentale. Ça passe par des témoignages, des histoires impactantes sur tout type, l'anxiété, la dépression, le harcèlement, le burn-out, les TDAH, donc troubles de l'attention, etc. Tous les sujets liés à la santé mentale. De l'autre côté, on a la partie éducation. Donc on fait intervenir des psychologues, psychothérapeutes pour venir éduquer les jeunes. Tous les métiers de la santé mentale viennent sur ces sujets-là. Et donc là, ça fait, on l'a lancé le 20 juin exactement. Ouais. Et donc l'objectif, c'est vraiment donc s'adresser à une cible jeune, donc 15-35 ans. Enfin, 18-35 ans. Ouais. 18-35 ans. Après, si vous avez moins ou plus, vous pouvez quand même regarder les... Oui, voilà. Mais l'objectif, c'est vraiment d'éduquer sur le sujet et de faire parler de ce sujet de la santé mentale, un peu comme les sujets qu'on en parle tous les jours, le sport, le cinéma, la cuisine, ce genre de choses. Je trouve que c'est hyper important. Enfin, c'est très important de parler de ces sujets-là, bien évidemment. Mais il y a quand même le sujet de santé mentale qu'on met toujours un peu sur le côté, alors que ça devrait être vraiment... finalement, c'est ce qui fait les êtres humains qu'on est aujourd'hui. C'est juste que c'est des choses invisibles, donc forcément, les gens n'y font pas attention. Donc c'est un peu le message qu'on voulait faire passer, principalement, je pense. Grave. Et du coup, on voulait pousser encore plus le sujet et venir... présenter des histoires de personnalités publiques, et c'est de là qu'est née l'émission Sous les apparences. C'est ça. Où justement sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir de beaux invités, de très très beaux invités. On a déjà commencé les tournages et on prend un plaisir fou déjà à partager les histoires avec ces personnes-là.
Et donc, l'idée, c'est qu'ils partagent justement un peu les dessous, ce qu'on voit pas, et qu'ils soient dans cette transparence que nous, on a essayé d'avoir dans cette émission. Dans un côté, pour finir, dans un côté où il y a ce côté expert avec les psychologues, etc., les métiers de la santé mentale, les professionnels de santé mentale, il y a ce côté très expertisé, très thématique, etc. Il y a ce côté après avec Sous les apparences, où donc personnalité publique, aussi témoignage, où il va plus avoir ce côté pôle santé mentale avec un pôle qui peut être la musique, le sport, ce genre de choses, et lier tout ça et que ça puisse parler aussi au maximum de personnes et qu'on puisse s'élever Au plus haut. Trop bien. Ouais, C'était un vrai kiff, vrai de faire cette émission avec toi. On a trop hâte de vous partager tout ce contenu qui, je pense, va faire du bien à beaucoup de monde. Oh que oui, non, ça va être vraiment génial. Ça nous a fait trop plaisir. Merci mon Polo pour ton partage. Merci, ça fait trop plaisir. Tanguy, je pense qu'on s'apprend toujours, même si on se connaît maintenant très bien. Je pense qu'on avait pris des trucs. Je pense qu'on se rapprend encore d'autres choses sur nous et ça peut que être bénéfique. Donc grave. ça régale, mon gars. Mais écoute. Trop bien, si tu veux conclure, mais en tout cas merci beaucoup. Non, vas-y, je t'en prie. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker bien évidemment cette vidéo, ce podcast, cette émission. On se dit à très bientôt parce que du coup il y a de beaux invités qui arrivent comme on vous l'a dit. On a trop hâte et puis on vous dit à très vite. Allez, salut, ciao.